Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. La coopération en matière de sécurité à la lumière de la visite à Alger du commandant de l'Africom qui a été reçu notamment par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Économie avec un exemple de partenariat réussi, l'usine sidérurgique de Bellara. La capacité de production est de 2 millions de tonnes d'acier par an. Un reportage dans ce journal. Sahara occidental, Claude Mangin Asfari, l'épouse du militant sahraoui détenu au Maroc, plus que jamais déterminée, entame sa deuxième semaine de grève de la faim. On parlera aussi du tourisme saharien, une culture que les professionnels veulent diffuser. Un reportage à la fin de ce journal. La coopération donc pour commencer ce journal. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu tout à l'heure le général Thomas Waldeser, commandant de l'Africom, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP le général Thomas Waldeser, commandant de l'Africom. L'état de la coopération militaire et l'échange d'analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun étaient au centre de ces entretiens auxquels ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, les membres de la délégation militaire et les membres de la délégation militaire américaine. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le général Thomas Waldeser a signé par la suite le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le commandant de l'Africom, le général Thomas Waldeser, a été reçu aussi par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Des entretiens entre les deux parties autour de la coopération et des questions de sécurité d'intérêt commun. Je vous invite à écouter leur déclaration juste après cette rencontre. C'est un honneur pour moi de rencontrer le ministre des Affaires étrangères ainsi que d'autres hauts responsables algériens. Cette visite en Algérie est une bonne opportunité pour discuter directement avec les dirigeants algériens de nos préoccupations communes en matière de défense et de sécurité. Nos nations travaillent ensemble en qualité de partenaires égaux pour construire un avenir meilleur, pas seulement en Algérie, mais partout en Afrique du Nord. Grâce à un partenariat solide, nos pays disposent d'une bonne expérience leur permettant de combattre les causes profondes du terrorisme et de promouvoir la paix et la stabilité. C'est une tradition entre l'Algérie et l'Africom qu'il y ait ce genre de rencontres, ce genre d'analyse, d'échange de nos expériences. Il est évident que les États-Unis, en tant que pays, est d'abord un pays ami de l'Algérie, et ensuite, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, qu'il y a quelque part une responsabilité de son grand pays dans la sécurité et la stabilité de notre région, et qu'il est tout à fait normal qu'entre partenaires, on puisse avoir ce genre de rencontres, échanger entre nous. Donc, des vues, je pense que la réunion d'aujourd'hui a été très utile, très fructueuse. Et puis, ça offre d'autres perspectives d'un renforcement de ce partenariat qui existe entre l'Algérie et d'une part les États-Unis, mais spécialement entre l'Africom.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui prendra part demain à Paris à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme organisée conjointement par la France et l'OCDE. Msahel est invité en tant que panéliste sur la thématique lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme. Il présentera à cette occasion l'expérience algérienne en la matière ainsi que les enseignements tirés de la réunion organisée par l'Algérie et le Forum global de lutte contre le terrorisme sur le lien entre le crime organisé et le terrorisme, tenu à Alger le 25 octobre dernier. La conférence de Paris sera également une opportunité pour le ministre pour mettre en exergue les conclusions et les recommandations de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique, organisée conjointement par l'Algérie et l'Union africaine les 9 et 10 avril dernier à Alger. Retour ce soir sur les grands projets énergétiques inaugurés hier à Tamanrasset, des projets inaugurés par le ministre de l'Intérieur qui était accompagné par le ministre de l'Énergie. Il s'agit notamment d'une centrale solaire et du réseau public de distribution du gaz naturel. Nejma Harch. L'un des plus grands projets réalisés par l'Algérie indépendante a été inauguré hier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Un gazoduc et une station de transfert de gaz naturel entrant dans le cadre du projet de réseau de gaz naturel de la capitale de la Hagar. Tamanrasset, une wilaya appelée à connaître d'importantes mutations induites par cet investissement colossal de 22 milliards de dinars. Lancé en 2014, ce méga-projet qui alimente la ville de Tamanrasset depuis la région de Insalah sur une longueur de 539 km et avec une capacité de 700 millions de mètres cubes par an permettra un approvisionnement en gaz naturel sur l'ensemble de la région. Il renforcera les capacités de production de l'énergie électrique, mais aussi l'opportunité d'investissement dans les domaines industriels et agricoles. Des réalisations profitables à tous les Algériens à travers tout le pays à portée économique et sociale. J'aimerais que le citoyen de la région de Tamanrasset et de toutes les régions du Sud connaissent les retombées sociales positives de ce projet, notamment qu'ils sachent ce que nous allons gagner au niveau financier dans l'utilisation de ces énergies renouvelables. Avec 400 MW dans le programme de 22 000 MW tracé par le président de la République, les acquis que nous avons avec l'énergie solaire nous permettent de ne plus utiliser le gaz comme dans les centrales classiques. Et cette fois, nous allons l'exporter. Plus il y aura de stations de ce type, plus le coût de l'énergie électrique va baisser. Plus l'effet de taille coule, plus le ministre de l'Intérieur a procédé également à l'inauguration d'une centrale solaire d'une capacité de 13 MW, d'un impact environnemental certain. La centrale permet, outre la production d'électricité, de réduire les émanations de CO2 de quelques 15 000 tonnes par an. Plus de 4 000 panneaux photovoltaïques s'étendent sur une superficie de 26 hectares, extensible. Le projet permet aussi une économie de carburant de l'ordre de 6 200 mètres cubes par an. Nourdine Bedoui a appelé à cette occasion à valoriser ces investissements qui participent, selon lui, à diversifier les sources de production en électricité. Et depuis Tamanrasset, le PDG de Sonatrach, Abdelmomen Weltkhaddour, s'est exprimé sur le prix du baril de pétrole. Voici sa déclaration. Moi, à mon avis, c'est le juste prix. Parce que quand on était à 40 $, il y a eu moins de 500 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration qui était en moins. Donc, on ne cherchait plus. On n'essayait pas de renouveler les réserves. Les économies étaient au ralenti, les entreprises, les grosses, n'investissaient plus dans l'exploration. Donc vraiment, c'était la mort douce pour toutes les entreprises, pas juste pour Sonatrach, toutes les entreprises.
L'usine sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel, un exemple de réussite du partenariat économique algéro-qatari d'une capacité totale de 2 millions de tonnes d'acier par an. L'usine est encore en phase de construction. Elle emploie plus de 2200 travailleurs étrangers et s'apprête à recruter prochainement plus de 1200 Algériens. Le reportage de Wassila Bouchareb sur un commentaire de Abdelhalim Yaïch. Nous sommes au niveau de la zone industrielle de Bellara, dans la Daïra d'El Milia, wilaya de Jijel. Le complexe sidérurgique, qui s'étend sur 200 hectares, est le fruit d'un partenariat algéro-qatari. Les dirigeants des deux pays ont veillé à concrétiser le projet sur le terrain et à l'obtention de résultats. Nous espérons devenir un modèle pour nos prochains partenariats avec nos frères algériens, car c'est un partenariat gagnant. Nous avons prouvé notre engagement déjà avec cette première phase et nous réfléchissons déjà à la deuxième étape. Voici du rond en béton de qualité LB500 pour la construction. Voici un échantillon de la production de l'usine, l'unité de roulage numéro 1, entrée en production avant l'achèvement du projet. Cette unité représente environ 20% de l'ensemble du projet. Et c'est vraiment difficile d'avoir une unité complète d'une capacité de 750 000 tonnes par an, en plus de l'achèvement de la construction du projet. Il n'est pas facile de rassembler tous les contrôleurs. Il faut maîtriser à la fois le processus de production et celui de la construction. La capacité de production du complexe est de 2 millions de tonnes par an. Les gestionnaires ont évalué les possibilités d'exportation de l'acier après avoir répondu aux besoins du marché national. Dans une première étape, nous allons bénéficier des marchés disponibles chez le partenaire qatari, afin de pouvoir alimenter ces marchés avec le surplus de production. Le complexe de Bellara emploie actuellement 2200 travailleurs étrangers. Le projet permettra également d'employer par la suite des centaines de travailleurs nationaux. Dans un avenir proche, nous allons pouvoir embaucher 1200 travailleurs, toutes spécialités confondues, des ingénieurs, des techniciens et de nombreuses autres professions. L'usine sidérurgique algéro-qatari est un modèle de coopération arabe réussi. C'est également l'une des plus importantes étapes qui a caractérisé la politique économique du président de la République Abdelaziz Bouteflika ces dernières années. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu le ministre biélorusse de l'Industrie. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue les axes de coopération prioritaires à mettre en œuvre à court terme entre les deux pays. Il s'agit notamment de l'industrie mécanique, de fabrication des engins pour l'extraction minière, l'électronique et l'industrie chimique. Le projet de loi sur la santé, 73 amendements ont été soumis à la commission ad hoc de l'APN qui a consacré ce mercredi une réunion à leur examen en présence du ministre de la Santé et du ministre des Relations avec le Parlement ainsi que les délégués des auteurs de ces amendements. Le projet de loi sera soumis au vote lundi prochain. Ce texte de loi sur la loi sur la santé sera le thème de l'émission Niqash Maftour, présentée par Fouzia Bousbek. Ce sera juste après le journal de 20h sur la chaîne A3. Des copies de plus de 30 000 documents d'archives relatifs au travail du Comité international de la Croix-Rouge durant la guerre de libération nationale ont été remises aujourd'hui à Alger par l'organisme onusien
à la Direction générale des archives nationales en présence du ministre de la Culture. Ces archives concernent des documents et des photos déjà rendus publics par le CICR, devenus consultables après un délai de protection de 50 ans. Parmi les documents figurent notamment des rapports de visite au lieu de détention, des correspondances officielles, des documents liés à la création du Croissant Rouge algérien, mais aussi et à l'assistance aussi et apportée aux Algériens réfugiés en Tunisie et au Maroc, mais aussi aux déplacés à l'intérieur du pays. Les candidats au BEM, le brevet de l'enseignement moyen, pourront retirer leur convocation d'examen du 30 avril au 30 mai, alors que les candidats au baccalauréat pourront le faire du 20 mai au 25 juin. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale. Le retrait de ce document se fait via le site électronique de l'Office national des examens et concours, l'ONEC. 3 passagers se trouvant à bord d'un véhicule ont trouvé la mort, emportés par les crues de Oued Safi dans la commune de Boualem, Wilaya d'Al-Bayed. Les fortes précipitations de la nuit dernière ont causé une montée spectaculaire des eaux de secours, inondant la RN 47 et entraînant dans son sillage le dit véhicule. Un 4e passager a été sauvé d'une mort certaine. Les éléments de la protection civile ont également porté secours à 4 personnes d'une même famille bloquées à l'intérieur de leur véhicule cerné par les eaux d'un oued de la région de Sidi Slimane, toujours sur la RN 47. Le BMS émis par Météo Algérie, le BMS pluie et orage pour les wilayas du centre-ouest est toujours en vigueur. Les wilayas concernés sont Saïda, Mascara, Rolizan, Chlef, Moustaganem, Ain Defla, Médéa et Tipaza. L'alerte météo devrait expirer ce soir à 21h. Alors prudence si vous devez prendre le volant surtout. La coopération militaire algéro-américaine, le général-major Mahfoud Ben Meddah, le commandant de l'état-major des forces navales, a inspecté aujourd'hui El Ghorab, lance-missile Raïs Hassan, qui part pour l'exercice Phoenix Express à l'est de la Méditerranée. Le ministère de la Défense nationale qui annonce que des détachements combinés de l'AMP ont saisi hier à Msila et Biskra 3 armes à feu, plus de 52 kg de produits explosifs et une quantité de munitions, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé 9 narcotrafiquants en possession de plus de 17 kg de kif traités à Tlemcen. Par ailleurs, des éléments des gardes frontières ont arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen. Sahara occidental, Claude Mongin Asfari, plus que jamais déterminé, entame sa 2e semaine de grève de la faim. L'épouse du militant sahraoui détenu au Maroc est en grève de la faim pour avoir été empêchée de lui rendre visite. Selem Kasser. La militante française de la cause sahraoui Claude Mongin, plus que jamais déterminée à entamer mercredi sa 2e semaine de grève de la faim illimitée, revendiquant sans relâche son droit de rendre visite à son époux, le militant sahraoui Naama Asfari, détenu politique au Maroc. Claude Mongin, rappelle-t-on, a été empêché mardi dernier par les autorités marocaines de rendre visite à Naama Asfari et expulsé pour la 4e fois en 2 ans. Lors d'une conférence de presse organisée à la mairie d'Ivry-sur-Seine, Claude Mongin, qui s'était habitué à jeûner pendant 8 jours en solidarité avec son époux, s'est montré quelque peu sceptique quant à sa capacité physique d'observer cette grève de la faim jusqu'à la satisfaction de sa revendication légitime garantie par la Convention de Genève en matière de droits humanitaires que le Maroc, a-t-elle dit, en est signataire. Alors je fais cette grève de la faim depuis 8 jours, c'est mon 8e jour aujourd'hui. Et je suis installée à la mairie d'Ivry, qui m'accueille pour cette action de lutte. Et pourquoi vous faites cette grève de la faim? Alors j'ai entamé cette grève de la faim, faute d'avoir un autre moyen d'obtenir le droit de visite de mon mari, en prison depuis 7 ans et demi maintenant,
puisque je suis, depuis maintenant octobre 2016, interdite de séjour au Maroc. Je ne peux pas pénétrer sur le territoire marocain. 4 fois j'ai essayé, 4 fois j'ai été refoulée, et la dernière fois, c'était le 16 avril. Donc, j'ai décidé de commencer une grève de la faim le 18 avril 2018. Depuis le début, Claude fait partie de la ville, milite dans la ville, et donc on ne peut pas proprement parler de déclic. On a accompagné toutes les étapes de son combat jusqu'au jour où on a fait Nahama Asfari citoyen d'honneur de notre ville. Et l'engagement qu'elle vient de prendre de cette mise en danger au travers d'une grève de la faim, nous ne pouvons que la soutenir et qu'être à ses côtés dans un moment comme celui-là, et espérer vraiment et agir pour que ça dure le moins longtemps possible et qu'elle puisse se rendre auprès de Nahama au Maroc. Claude Mangin m'interpelle parce qu'elle vient de prendre une décision tellement grave, tellement déterminante pour sa santé, pour sa vie et pour sa relation avec son mari Nahama Asfari, qu'elle nous a vraiment, laissé pantois, et on l'admire beaucoup pour ce courage et cette détermination. Pour rappel, 19 militants sahraouis ont été lourdement condamnés le 19 juillet 2017, au terme de ce procès où les seules preuves présentées restent les aveux signés sous la contrainte. Les prisonniers politiques sahraouis ont été dispersés dans cette prison à travers le territoire marocain. Retour en Algérie, la saison touristique au Sahara n'est pas encore terminée, que la prochaine se prépare déjà. Tamanrasset a abrité le premier forum international pour la promotion de la culture et du tourisme saharien. Les tours opérateurs de la Hagar veulent donner un nouveau souffle au tourisme dans cette région. Le reportage de Naïma Chekchek. Avec Forum Atakor, nous sommes en partance pour le désert du Hogar. En passant la montagne circulaire dénommée Aunahamt, nous ne sommes plus très loin du lieu dit Takeshrouet, où le Forum Atakor nous attend tout en fête, comme savent très bien la faire les Kel Ahagal, les gens du Hogar. C'est la première édition internationale du Forum pour la promotion de la culture et du tourisme saharien. Les vœux sont immenses pour que le tourisme reparte de plus belle. Ce forum de l'Atakor est important pour tous les habitants de ces régions et surtout pour la région de la Hagar. Une nombreuse presse présente à ce forum qui a duré 5 jours avec tout un programme conçu pour une relance du tourisme hogarien vivement attendu pour la prochaine saison touristique 2018-2019. Vous qui sont là, nous-mêmes. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. La deuxième chose et qui est la plus importante, c'est le fait d'avoir une association qui prend le devant de la scène et qui fait de son mieux pour une promotion réelle du tourisme et de l'intégration aussi de tout ce qui est aspect culturel de la région dans la mission qui lui est dévolue. Nous pensons que c'est une première expérience. Nous aurons donc à évaluer et repenser dans le positif, bien sûr, la chose à l'effet de donner une autre dimension, Inch'Allah, la prochaine fois. 3 mois d'âge à peine, l'association Forum Atakor provoque déjà des espoirs réalistes pour que les tours opérateurs locaux, qui chôment depuis des années, puissent revivre et faire revivre toute la population qui vit du tourisme. Après quelques années d'arrêt, on sait très bien que Tamanrasset, la région qui se base sur le tourisme, a beaucoup souffert et puis les gens n'ont rien fait depuis. Et puis maintenant que c'est tout le monde qui s'attelle autour, et puis là on arrive à concilier aussi bien, c'est-à-dire les gens, les politiques, l'administration et aussi les gens, les acteurs du voyage, pour essayer de dire que ce tourisme, il faut qu'il reparte pour réparer ce problème ou c'est-à-dire cette panne économique de la région. Faire revenir le tourisme, faire travailler notre jeunesse, mieux qu'ils travaillent que d'autres choses qu'on ne veut pas. On veut bien, les touristes viennent et nos jeunes travaillent avec eux.
Le tourisme dans le Hogar, une alternative de toujours, de laquelle vivent tous les habitants qui en ont grandement besoin. Le patrimoine, ce sont des sites, des monuments, mais aussi des métiers d'artisanat comme la dinanderie, un savoir-faire jalousement gardé. Illustration à Mila avec ce dinandier qui a su transmettre le métier dans sa famille. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Deux grandes œuvres, pur chef-d'œuvre à l'hôtel de Mila, en l'occurrence la fresque du barrage de Bni Haroun et celle de Ain Bled signée Houssine Derbel, attirent notre regard. Nous décidons alors d'aller à sa rencontre. Et c'est dans son petit atelier à Sidi Marouane que nous l'avons retrouvé. Houssine Derbel, un artisan, un artiste, voire un maître de la dinanderie, où tout autour de lui n'est que bronze, cuivre, argent et même bois rouge. Un métier qu'il a raffiné au fil des années, depuis Constantine jusqu'à Mila, avec une passion démesurée. Les années 62-63, j'ai sorti à Constantine. Il y en a un peu des familles là-bas, à Constantine, qui travaillent la dinanderie, vraie dinanderie, depuis des années. Et après, moi, quand j'étais petit, de 13 ans à 14 ans, j'étais entré dans ce métier. ما نخدموش غير مثل كيما نقولوا حنا طاجين الحلو ولا القدره ولا السني تاع البقلاوه ولا à l'époque كنا نخدموا هادو. Après les années 70, 76, 77, j'ai été rentré à Sidi Marouane. J'ai donné le métier pour les enfants. حكيتي مع النحاس تعلمتها من بابا. J'ai appris ce métier que j'adore d'ailleurs de mon père et voilà mes enfants qui me regardent aujourd'hui comme je faisais auparavant à l'âge de 5 ans où j'admirais le travail de mon père. Je me spécialise dans les tableaux artistiques, en l'occurrence le patrimoine de la wilaya de Mila et là comme vous pouvez voir j'ai retracé le barrage de Bni Haroun en œuvre. C'est un métier qui me passionne. Mon oncle m'a appris tous les secrets de cet art et ce depuis que j'avais 10 ans. C'est une transmission d'une génération à une autre. Chez Houssine l'artiste, les projets et les idées fécondes sont légion. Elles sont le fruit de plus de 50 années d'expérience au contact du cuivre. Ustensiles, portraits, paysages, des œuvres dénotant d'un esprit de recherche au-delà du cadre artisanal. Cet objet, j'ai réfléchi plus de 3 ou 4 mois pour l'apprendre, pour le travailler. J'ai acheté une pièce de 2 mètres sur 4, de 2 mètres sur 1 mètre, de 20e, je l'ai fabriqué, je l'ai dessiné en quelques mois. Alors les dessins c'est quoi? C'est ce dessin islamiste et berbère. Et la touche du chef a excellé lorsque Houssine Derbel s'est lancé un défi de taille, celui de réaliser 16 fresques d'une longueur totale de plus de 72 mètres sur 3 mètres. Pure merveille à l'entrée de la ville où sont retracées l'histoire de Mila. Époque romaine, époque coloniale, vieille ville, différents modes de vie dénotant les us et coutumes de ses habitants. Fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La coopération en matière de sécurité à la lumière de la visite à Alger du commandant de l'Africom qui a été reçu notamment par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. L'économie avec un exemple de partenariat réussi, l'usine sidérurgique de Blara, la capacité de production est de 2 millions de tonnes d'acier par an. Sahara occidentale, Claude Mongin Asfari, l'épouse du militant sahraoui détenu au Maroc, plus que jamais déterminée, entame sa 2e semaine de grève de la faim. Nous avons parlé aussi du tourisme saharien, une culture que les professionnels veulent diffuser, notamment dans la Hagara. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahrouf et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.